mesdames, bonjour messieurs. Ça fonctionne bien comme ça. Parfait. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci à Madame Duclos et à son équipe pour l'organisation de ce très bel événement. J'aurai le plaisir aujourd'hui de vous présenter sur le thème de la protection limitée des investisseurs sur les marchés de cryptoactifs. Avant d'entrer dans le cœur de ma présentation, il faut d'abord donner un sens clair à la notion de cryptoactif. L'Autorité des marchés financiers du Québec en propose sur son site la définition suivante. Les cryptos sont des actifs numériques qui utilisent la cryptographie, un réseau pair à pair et un système de registre distribué numérique pour enregistrer les transactions. Cette acception fonctionnelle qui repose sur l'idée d'un support de valeur ou de droit transférable et sécurisé par un ensemble de technologies spécifiques est partagée par d'autres juridictions. En Europe, le règlement MiCA, en son article 3, définit le cryptoactif comme une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transféré et stocké de manière électronique au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire. Aux États-Unis, le Genius Act de 2025, à sa section 2.6, retient aussi une formulation analogue. Selon un sondage de la CVMO publié en 2023, environ un investisseur canadien sur 10 déclarait détenir des cryptoactifs. Avec cette donnée à l'esprit, il devient plus simple de comprendre l'effort continu des ACVM pour établir un cadre de conformité applicable aux activités liées à ce secteur. Une fois cela dit, la problématique de son efficacité, c'est-à-dire de sa capacité à atteindre cet objectif, se pose automatiquement. Dans notre réflexion, la question précise qui se pose est la suivante. Oh, excusez-moi. Donc, l'investisseur québécois exposé à des cryptoactifs dispose-t-il dans l'état actuel du droit des mécanismes lui permettant d'éviter, de minimiser ou de réparer les préjudices associés à ces actifs ou aux services y afférents? Pour répondre à cette question, je propose d'aborder 6 points essentiellement. Donc, en premier, la diversité des objets et des services liés au marché de cryptoactifs. En second, la typologie des risques qui sont associés à ce marché. Puis, le caractère fragmenté et évolutif de l'encadrement. Ensuite, le contenu de cet encadrement, les angles morts de l'encadrement et enfin, les incertitudes quand on recourt au droit de la consommation, au droit civil en complément du droit des valeurs mobilières pour protéger l'investisseur. Le cryptoactif n'est pas un produit financier homogène. Bien souvent, malheureusement, quand on parle de cryptoactif, on pense intuitivement au Bitcoin, à un actif privé qui ne représente pas de droit sur un émetteur et qui à l'origine était l'actif de référence d'un système de paiement électronique. En réalité, le cryptoactif est un genre qui regroupe plusieurs espèces juridiques irréductibles. Si on se réfère à la définition donnée au début de mon propos, un cryptoactif peut représenter toute forme de valeur et être associé à une diversité de projets. Le cas où le projet porte sur une monnaie numérique privée ou dans lequel les personnes participant à l'émission sont inconnues n'est pas exclusif. Un cryptoactif peut donc, selon ses caractéristiques économiques et la structure de l'offre, être qualifié de contrat d'investissement, de produits dérivés, de marchandises ou susciter une combinaison de qualifications. La pluralité des qualifications a des conséquences pratiques dans la mesure où elle ouvre, ferme ou redessine les régimes de protection applicables. À cette pluralité d'objets s'ajoute une diversité de services, minage de cryptoactifs, achat-vente, conseil et j'en passe. En fait, toute une gamme de services variés dont certains sont totalement novateurs pendant que d'autres se rapprochent d'activités bien connues dans l'industrie financière. Même dans ce dernier cas, les mécanismes et modèles d'affaires utilisés peuvent revêtir des formes différentes de ce qui est habituellement offert dans l'industrie financière. Comme l'émission des cryptoactifs eux-mêmes,
il est possible de faire reposer la fourniture de certains services associés directement sur la technologie de la chaîne de blocs. Ainsi, on peut distinguer entre des modèles décentralisés qui reprennent la structure d'une institution financière pour fournir des services sur cryptoactifs et les modèles dits décentralisés où cette figure s'efface au profit de logiciels et d'une diversité d'acteurs souvent non identifiés. L'exemple de Wealthsimple et Uniswap permet d'apprécier les différences entre les deux approches pour le service de négociation de cryptoactifs. Dans le premier cas, l'investisseur utilise une plateforme centralisée opérée par une entité identifiée et inscrite qui agit comme intermédiaire dans la relation. Les cryptoactifs sont détenus par un dépositaire qui est désigné par la plateforme, de sorte que l'investisseur ne conserve pas lui-même le contrôle direct de ses actifs. On parle alors d'un modèle custodial. La plateforme contrôle l'accès aux actifs, détermine les conditions d'accès au marché, sélectionne les cryptoactifs pouvant être négociés et intervient parfois directement dans la formation des prix ou dans les mécanismes d'exécution des ordres par l'intermédiaire de teneurs de marché ou de fournisseurs de liquidités partenaires. À l'inverse, Uniswap fonctionne principalement selon un modèle dit non custodial. L'utilisateur conserve lui-même le contrôle de ses actifs. Le protocole ne propose aucun carnet d'ordre centralisé, ni d'opérateur exerçant un pouvoir discrétionnaire sur l'adoption des utilisateurs ou l'exécution des transactions. Les échanges s'effectuent par l'intermédiaire de dispositifs informatiques autonomes. La liquidité est fournie par les utilisateurs eux-mêmes qui déposent des cryptoactifs dans des bassins servant à exécuter automatiquement les échanges selon des formules mathématiques prédéfinies. Les marchés des cryptoactifs sont donc composés d'une grande diversité de produits, de services et de modèles d'affaires qui ont des conséquences concrètes en termes de risque. Je vous propose ici un tableau en 3 catégories qui est inspiré d'une réflexion en fait, qui a accompagné les travaux préparatoires du règlement MiCA en Europe. Donc, on distinguerait des risques de marché, des risques liés aux émetteurs et des risques liés aux plateformes qui proposent des services liés aux cryptoactifs. Le premier ensemble est celui des risques de marché. Il couvre la volatilité importante liée aux cryptoactifs, la fragmentation des lieux de négociation et les conséquences en termes de liquidité. Un autre risque qui n'est pas à proprement parler un risque de marché, mais qui est partagé par la plupart des cryptoactifs, est la qualité de l'information disponible et la compréhension de cette information par les investisseurs, en particulier les investisseurs autonomes. Le deuxième ensemble de risques vise les comportements des émetteurs. La fraude tient ici une place centrale et depuis 2017, le tribunal administratif des marchés financiers, dans la lignée des affaires Plescorp puis Credit Unit, a constitué un corpus jurisprudentiel important sur les offres frauduleuses ou irrégulières de jetons. Au-delà de la fraude stricto sensu, plusieurs formes de comportements déloyaux se sont propagées. Manipulation de l'offre, asymétrie d'informations sur les contributeurs, paiement promotionnel non divulgué, donc plusieurs comportements qui peuvent être considérés comme déloyaux. Enfin, le troisième ensemble, et c'est peut-être le plus structurant, concerne les prestataires de services. L'avis conjoint 21-329 des ACVM et de l'OCRCVM, publié le 29 mars 2021, propose une grille analytique aujourd'hui consolidée par la pratique des décisions de dispense qui distingue 7 grandes catégories de risques. Donc, des risques de perte d'actifs, des risques d'accès aux plateformes, des risques tenant à la résilience et à l'intégrité des systèmes informatiques, des risques de transparence, des risques pour l'intégrité des marchés, des risques inhérents à l'accès direct des investisseurs particuliers et les conflits d'intérêts. Ces risques sont renforcés lorsqu'une même plateforme occupe plusieurs fonctions relatives au marché de cryptoactifs. Comment donc le droit des valeurs mobilières a-t-il répondu à ce paysage de risques? Par un cadre que l'on pourrait qualifier de fragmenté et évolutif. Fragmenté au niveau de ses sources, parce qu'il s'est principalement construit par voie d'instruments non normatifs, de décisions de dispense et d'intervention jurisprudentielle.
Évolutif au niveau de sa réactivité, parce qu'il tend à s'ajuster souvent à la suite de scandales ou de défaillances majeures du marché, comme l'ont illustré les effondrements de plateformes en 2022 et le resserrement subséquent des attentes réglementaires. Les avis du personnel des ACVM sont probablement les sources qui offrent aujourd'hui le regard le plus complet sur les choix réglementaires liés au marché de cryptoactifs au Québec et dans le reste du Canada. Depuis les premiers avis publiés à partir de 2017 sur la qualification juridique des émissions de jetons, les ACVM ont progressivement couvert une pluralité de sujets. Les plateformes de négociation, les obligations d'inscription, de garde des cryptoactifs, des produits de rendement, les crypto-monnaies stables, et j'en passe. Ces instruments ne sont pas au sens formel des règlements et ne possèdent donc pas la même force normative qu'un texte adopté en vertu de pouvoirs réglementaires. Ils occupent toutefois une place de plus en plus importante dans l'encadrement contemporain des marchés financiers. Les décisions de dispense constituent en quelque sorte le bras armé de ces avis. Là où les avis expriment des attentes réglementaires et les orientations des autorités, les dispenses permettent leur opérationnalisation concrète au cas par cas. C'est principalement par ce mécanisme que les plateformes de négociation de cryptoactifs ont pu accéder légalement au marché canadien malgré l'absence d'un régime législatif conçu spécifiquement pour elles. Chaque décision de dispense incorpore ainsi des exigences inspirées des avis du personnel, obligations de garde, restrictions sur certains produits, exigences de ségrégation, plafond d'investissement, production d'informations, mécanismes de conformité et engagement opérationnel. Dans les faits, ces décisions deviennent de véritables instruments de régulation individualisée. Elles permettent aux autorités d'adapter leurs exigences à la structure et aux risques propres de chaque plateforme, tout en maintenant une certaine cohérence avec les orientations générales dégagées dans les avis. En plus de ces obligations pour les plateformes régulièrement inscrites en tant que courtiers en placement auprès de l'OCRI, elles sont soumises à des obligations complémentaires. Ces obligations touchent notamment la garde de cryptoactifs et ressortent de la note d'orientation 2600333 du 3 février 2026 sur le cadre de l'OCRI relatif à la garde des actifs numériques. Par ailleurs, au-delà des régulateurs, la jurisprudence constitue aussi une autre source essentielle du cadre normatif applicable aux cryptoactifs. Au Québec, le tribunal administratif des marchés financiers a joué un rôle central dans la qualification juridique des cryptoactifs et dans la détermination des obligations qui s'imposent aux acteurs du marché. À partir de cet ensemble de sources, il devient désormais possible d'examiner concrètement le contenu de la protection offerte aux investisseurs de cryptoactifs. L'analyse qui suit portera ainsi sur les principaux mécanismes juridiques mobilisés par le droit des valeurs mobilières depuis la qualification des cryptoactifs jusqu'à l'encadrement des plateformes de négociation et des obligations qui leur sont imposées. Donc, d'abord sur la qualification. Au Québec, comme dans l'ensemble du Canada, la pierre angulaire demeure la notion de contrat d'investissement telle que retenue par la loi sur les valeurs mobilières. Le tribunal administratif des marchés financiers a appliqué cette qualification dès 2017 dans l'affaire PlexCorp, où l'offre publique de jetons PlexCoin a été assimilée à un contrat d'investissement, ce qui a permis l'application immédiate des obligations d'inscription et de prospectus. L'affaire K-Unit a confirmé l'approche en l'étendant à des structures de financement collectif tokenisées. Plus récemment, la décision Opération Phénix illustre la stabilité de ce raisonnement. Une innovation juridique plus subtile, mais lourde de conséquences, a consisté à étendre cette qualification à la relation entre la plateforme et l'investisseur lorsque l'investisseur n'a pas la pleine propriété et la garde de ses cryptoactifs. Le régulateur considère qu'il détient un contrat sur cryptoactifs, c'est-à-dire un droit contractuel qui peut être qualifié soit de contrat d'investissement, soit de produit dérivé. Cette qualification a été validée par les tribunaux et constitue aujourd'hui le fondement de l'assujettissement des plateformes au droit des valeurs mobilières. Les plateformes fournissent
fournissant ce type de produit ont donc l'obligation de s'inscrire en tant que courtier ou en tant que marché. Actuellement, parmi les joueurs actifs sur le marché québécois, on distingue les plateformes inscrites en tant que courtier en placement auprès de l'OCRI et les plateformes opérant avec une licence de courtier d'exercice restreint qui poursuivent parallèlement l'inscription auprès de l'OCRI. Il faut noter que le régime transitoire qui permettait aux plateformes d'obtenir contre engagement l'inscription à titre de courtier restreint a été interrompu en 2024. Les obligations applicables aux plateformes touchent notamment la garde des cryptoactifs, la limitation des actifs pouvant être négociés, les obligations de connaissance du client, de limite d'investissement, de transparence au niveau des règles d'accès et de négociation. Sur la garde des actifs, dans l'essentiel des décisions de dispense, on retrouve une condition suivant laquelle la plateforme doit nécessairement conserver 80% des actifs détenus pour le compte des clients auprès d'un dépositaire qui est généralement mentionné dans la décision de dispense. Le cadre de l'OCRI mentionné précédemment vient établir des règles communes complémentaires pour les courtiers qui sont sous sa juridiction. Sur l'information des investisseurs, le constat est plus contrasté. Les décisions de dispense mentionnent un énoncé de risque sur cryptoactifs et un énoncé descriptif sur chaque cryptoactif. Les plateformes produisent ainsi de l'information générale sur le marché des cryptoactifs et de l'information spécifique sur chaque cryptoactif listé. Ce qui est essentiel dans la mesure où l'absence de connaissances sur ce marché est un enjeu fondamental pour les investisseurs. Au reste, cette information n'est pas couverte par le régime de responsabilité civile prévu aux articles 217 et suivants de la loi sur les valeurs mobilières, avec ses présomptions et ses recours en information inexacte. Sur la connaissance du client et la convenance, les obligations applicables aux plateformes ne sont pas uniformes. Certaines plateformes sont assujetties à une véritable obligation de convenance impliquant une évaluation plus complète du profil du client et du caractère adéquat des opérations effectuées. D'autres plateformes opérant sous un régime plus transitoire demeurent principalement soumises à des obligations de connaissance du client, de vérification du caractère approprié du compte et à des limites d'investissement imposées aux clients particuliers. Dans ces derniers cas, l'objectif est essentiellement de limiter l'exposition des investisseurs aux risques associés aux cryptoactifs plutôt que d'assurer une adéquation complète entre le produit et le profil du client. Les résultats publiés par la CDMO dans l'avis du personnel 33757 en décembre 2024 montrent toutefois les limites concrètes de ces mécanismes. La CDMO relève plusieurs manquements significatifs dans les pratiques des plateformes, donc l'utilisation mécanique de questionnaires standardisés, des approches de type case à cocher, des déterminations arbitraires des plafonds applicables aux clients, l'insuffisance de suivi lors du dépassement des limites d'investissement et la faiblesse générale des mécanismes de supervision interne. L'existence formelle des obligations ne garantit donc pas nécessairement leur effectivité dans la pratique. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces mécanismes une diversité d'obligations qui varient selon la qualification juridique retenue pour les cryptoactifs, mais aussi selon le statut des activités des plateformes qui les offrent. Cette logique permet d'adapter l'encadrement aux risques propres des différents modèles présents sur le marché. Elle laisse toutefois subsister plusieurs zones d'incertitude et certains espaces qui échappent encore totalement ou partiellement au cadre traditionnel du droit des valeurs mobilières. Cette architecture, malgré son intelligence et sa souplesse, comporte des angles morts et j'en soulignerai deux. Le premier concerne les activités qui échappent à la qualification de valeur mobilière ou plus spécifiquement de contrat d'investissement. L'exemple s'est présenté dans l'affaire AMF Compte Gagnon, dans laquelle l'autorité cherchait différentes ordonnances d'interdiction d'opération et de blocage pour placement de contrats d'investissement sans prospectus et sans inscription, ainsi que pour une manipulation de cours de différents cryptoactifs. Si le tribunal a prononcé certaines ordonnances d'interdiction, il a fait sur le seul motif du placement de contrats d'investissement sans prospectus ni inscription. Les faits de manipulation de cours reprochés n'ont pas été retenus. Pas parce qu'aucune manipulation n'avait été effectuée,
et parce que les cryptoactifs qui ont fait l'objet de ces manipulations ne constituaient pas des contrats d'investissement et donc pas des valeurs immobilières. Le second angle mort est celui des protocoles décentralisés. Le droit financier canadien, comme la quasi-totalité des droits comparés, est construit autour de la figure de l'intermédiaire, émetteur, courtier, gestionnaire, dépositaire, etc. Or, dans une finance véritablement décentralisée, ces figures peuvent disparaître au profit d'un logiciel autonome, d'un protocole exécuté par des nœuds éparpillés sans contrepartie identifiable au sens classique. À qui s'adresse-t-on en pareil cas? À qui plutôt s'adresse en pareil cas l'obligation de convenance? Devant qui ouvre-t-on un recours? Les ACVM à ce jour n'ont pas tranché publiquement la question et la doctrine internationale est partagée. Ce temps mort est appelé à grandir avec la maturation de l'écosystème. Je vais passer vite sur ce point. Au niveau du droit civil et du droit de la consommation, il est nécessaire en fait pour chacun de ces branches du droit-là d'avoir un critère minimal de qualification. Donc pour le contrat, l'existence d'une relation contractuelle, pour les cas contractuels de la faute, l'incausalité, puis le préjudice, au niveau de du droit de la consommation, la qualification minimale du consommateur, puis l'identification en face d'une plateforme qui offre des services standardisés. Et au niveau des plateformes décentralisées, il peut être difficile en fait de retrouver ce critère minimal de qualification. Donc, au début de mon propos, j'aurais la question sur l'efficacité en fait du régime de protection auquel les investisseurs ont droit ici au Québec sur les marchés de cryptoactifs. On peut dire qu'il y a une protection qui existe parce qu'il y a plusieurs efforts qui sont faits, il y a plusieurs leviers de protection qui existent. Je suis passé dessus, mais les plateformes étrangères n'ont pas le droit de fournir des services aux investisseurs québécois et canadiens. Et on a eu une décision assez exceptionnelle quand même. L'AMF a réussi à obtenir des ordonnances de blocage, puis à les imposer aux fournisseurs d'accès à Internet pour que certaines plateformes étrangères n'aient plus le droit, en fait, d'être accessibles à les investisseurs québécois. Donc, ça permet, en fait, de montrer qu'il y a un vrai effort de protection, mais cet effort-là, il est quand même limité parce qu'il y a des endroits, parce qu'il y a des... Merci pour votre attention.